Alors aujourd'hui, on va parler d'un compositeur, un génie de la musique française, qui n'est autre que Claude Debussy. Dans cette vidéo, on va explorer comment Debussy a transformé son échec académique en moteur de création et comment la découverte d'une gamme très particulière a été un outil de libération pour sa propre génération et pour les générations qui ont suivi Debussy. Alors Debussy est considéré à juste titre comme un révolutionnaire de l'harmonie. Il y a eu avant Debussy et après Debussy. Il a changé pratiquement tout le paysage musical avec ses découvertes. Mais c'est très paradoxal parce que c'est un harmoniste, un coloriste, il s'intéresse à l'harmonie, c'est quelque chose c'est son domaine, c'est ce domaine-là qui va faire bouger. Et quand je dis que c'est paradoxal, c'est parce que c'est dans le domaine à l'origine dans lequel il est le plus nul. Alors Debussy rentre au conservatoire à l'âge de 10 ans, il en sort à l'âge de 20 ans. Et pendant toute cette période, ça va être des rapports très très conflictuels avec ses professeurs dans toutes les matières. Il y a un seul domaine dans lequel il va être bon, c'est le solfège. Ça veut dire qu'il lit super bien et qu'il a une super oreille. Mais tout le reste, ça va être un vrai cauchemar. Alors, ses cours de piano, ses professeurs certains le trouvent médiocre, d'autres très bon. Jamais personne n'est vraiment d'accord, il ne fait pas l'unanimité, on va dire. Mais généralement, c'est pas dans le bon sens. Certains trouvent qu'il a carrément pas le niveau, de manière générale, et que presque pour certains c'est un imposteur. Alors, il y a un de ses professeurs de piano qui dira un jour une phrase très vraie sur lui, mais qui résume aussi son génie. Son génie, c'est que il a dit Debussy n'aime pas le piano, il préfère la musique. Et là, je pense que ça résume un peu tout, et on s'apercevra que par la suite, c'est vraiment ça qui a joué en sa faveur. Alors, si on reste sur la période du conservatoire, il y a des disciplines, il prend d'autres cours d'harmonie, de contrepoint, de fugue, en fait tout ce qu'on prend comme cours pour devenir musicien encore aujourd'hui. Mais il a vraiment beaucoup de difficultés. Alors l'harmonie classique, c'est beaucoup plus complexe que l'harmonie jazz. Moi j'ai été formé aux deux, donc j'en parle en connaissance de cause. L'harmonie classique est extrêmement rigoureuse. Il y a des règles extrêmement draconiennes, on est engoncé dans des règles pas possibles. Et ce carcan très rigide, c'est dans ce carcan, dans ce carré que vous devez trouver votre liberté. Ça demande une logique et une forme d'intelligence très particulière. Le problème, c'est que Debussy n'a pas cette forme d'intelligence, il n'a pas cette facilité, ce qui va exaspérer complètement ses professeurs. On a des règles très basiques qui sont, par exemple, ne pas reproduire 2 quintes successives ou deux octaves successifs. Bon, ça, c'est des règles de base, c'est un peu technique pour ceux qui connaissent pas, mais par exemple, Debussy faisait, quand il rendait des devoirs d'harmonie, il faisait jusqu'à une vingtaine de fautes de quintes et d'octaves par devoir. Donc, on peut pas dire qu'il ait des facilités, on peut pas dire que ce soit un virtuose, on peut pas dire que voilà, ce soit extrêmement prometteur. Ces difficultés qu'il a avec le conservatoire, avec ses camarades, parce que ses camarades préfèrent être en compagnie d'autres camarades plus doués que lui, ça va l'isoler d'une certaine façon et il va construire sa personnalité avec ça. Il va même développer une aversion totale pour le milieu de la musique. Et voire même, et là je peux dire, bon c'est peut-être passager, mais un rejet total du métier de musicien. Il commence à cette période-là à se voir autrement. Et ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il va surtout côtoyer les cercles littéraires parisiens, il va côtoyer des peintres, il va côtoyer des sculpteurs, et commencer à développer une autre manière de voir l'art que simplement par les sons. Il s'intéresse aussi beaucoup aux antiquités, il va beaucoup chez les antiquaires, acheter des objets, il adore ce qui est beau. Donc son âme d'artiste, il l'a. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à trouver sa place à une époque où en plus l'enseignement était quand même avec une certaine rigueur. Alors, il terminera le conservatoire avec seulement un diplôme d'accompagnateur. En 1884, à l'âge de 22 ans, il va créer la surprise. Il va remporter un prix extrêmement important, un prix de composition qui est le prix de Rome, rien que ça. Et tous ses professeurs, tout le monde est très surpris. Alors, il va quand même l'obtenir, au bout de 3 ans. Et l'annonce de ce succès, l'annonce de ce prix de Rome, eh bien, ça va être pour lui une catastrophe parce que il sait déjà ce qui l'attend. Il va passer 2 ans à la Villa Médicis. Et pendant ces 2 ans, à l'origine, la Villa Médicis est là pour justement aider les artistes à ne penser qu'à leur art et à créer. Mais il y a un bémol dans l'histoire, c'est qu'il doit rendre des comptes à un jury, c'est-à-dire que ses compositions vont être passées au crible par un jury. Et là, ça va pas bien se passer encore une fois. Ils vont trouver ces œuvres très étranges, des accords bizarres, pas orthodoxes et des fautes d'harmonie, etc. Donc le jury est très déçu. Il va avoir envie de démissionner au moins 3-4 fois. Certains de ses profs qui étaient un peu proches de lui et ses amis vont l'en dissuader à chaque fois, mais ça sera pas très très concluant en fait cette période de la Villa Médicis. Si je continue sur ces histoires de rejet, vous avez quand il a fini de composer Péléas et Mélisandre,
Pendant la création, il y a eu en fait des barrages colossaux, c'était un vrai scandale, et même certains pontes de l'harmonie comme Théodore Dubois, qui a laissé un traité d'harmonie très important, qui est encore d'actualité, qui fait encore autorité, comme on dit aujourd'hui. Eh bien lui, carrément, avait dit à ses élèves de pas aller entendre l'œuvre. Hein, il leur interdisait d'y aller. Donc on peut pas dire que ce soit un parcours qui soit fulgurant, qui soit aujourd'hui on voit Debussy comme bon un génie de la musique française, très très bien, etc. Mais c'était pas gagné à l'origine. Hein. Sincèrement, je pense que cette période l'a fait mûrir. C'était une période d'incubation très importante et qu'il a eu l'intelligence de garder cette pureté. Il avait, je pense, un besoin profond de se trouver lui-même à travers les sons, ce que tout artiste devrait faire, mais lui, son moi intérieur n'était pas dans le cadre de l'époque. Alors, il y a une date qui a été très importante dans la vie de Debussy, et pas seulement pour Debussy, puisque à partir de cette date, l'histoire de la musique a changé. En 1889, il y a l'exposition universelle à Paris. C'est l'occasion pour les musiciens parisiens d'entendre des musiciens étrangers, européens étrangers, mais également extra-européens. Et Debussy va entendre pour la première fois de sa vie un orchestre de gamelan. Ce sont des musiciens qui viennent de l'Indonésie. Alors là, c'était des musiciens qui venaient de Java, mais vous avez les mêmes aussi à Bali. C'est une musique qui est légèrement différente avec des codes différents, mais ils utilisent pareil des gamelans. Et c'est une musique d'une complexité redoutable d'un point de vue rythmique et contrapuntique. Par conséquent, Debussy va prendre un choc sonore pendant l'écoute de ces musiciens. Il va pas les entendre qu'une fois, il va aller tous les soirs les écouter, parce que ça va durer une vingtaine de jours ou 15 jours, j'ai plus les dates exactes, mais ça va être un choc tellement fort qu'il va entendre quelque chose et comprendre aussi quelque chose, c'est que les règles européennes, ce n'est pas la vérité. Il y a plein d'autres manières de faire de la musique dans le monde à des très hauts niveaux, mais qui n'ont pas les règles usuelles de l'Europe. Et à partir de là, tout va changer. À partir de 1890, là, il commence à retravailler, à faire des recherches sonores. Debussy n'est pas un intellectuel. C'est quelqu'un qui compose avec son âme, avec sa sensibilité et ses sens. L'œil, l'oreille, l'odorat, et la musique impressionniste va naître de ces sensations-là. Alors, il va trouver une gamme très particulière, et cette gamme, il va pas la trouver avec son mental. Il va tâtonner sur le piano, il va finir par trouver quelque chose de très particulier, une gamme à 6 notes, qui n'a pas de centre de gravité. Et ça va être quelque chose qui va changer l'histoire de la musique. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que avant, les compositeurs, comme Mozart ou Beethoven, composaient avec 3 gammes. Les gens ne savent pas ça, généralement. C'est qu'ils composaient avec le mode ionien, c'est-à-dire la gamme majeure, le mode mineur mélodique et le mode mineur harmonique. C'est tout. Le reste, c'était de la technique d'écriture très complexe, mais ça se résumait à 3 gammes. À partir de Chopin, on va commencer à expérimenter d'autres gammes, mais c'est vraiment inclus dans il va inclure des gammes nouvelles dans le contexte tonal européen. Par contre, Debussy, ce qu'il va faire, c'est qu'il va découvrir une gamme très très spéciale. Alors, ça s'appelle pas une gamme, hein, on appelle ça généralement la gamme par ton. Je vais continuer dans cette vidéo de l'appeler la gamme par ton, mais ça s'appelle une échelle à transposition limitée. Et cette échelle porte le nom d'échelle 2-2. Alors voilà, ça c'est pour l'aspect technique. Je développerai un petit peu tout ça en milieu de vidéo. Donc là maintenant, il trouve un outil très particulier et à partir de 1894, il va composer un de ses plus grands chefs-d'œuvre, un de ses premiers du moins. C'est l'après-midi d'un faune, prélude à l'après-midi d'un faune. D'ailleurs, 18 ans plus tard, je crois que Václav Nijinsky, l'un des plus grands danseurs de la planète, va chorégraphier cette musique pour en faire un ballet en 2 dimensions. Je vous conseille vraiment de regarder cette chorégraphie, mais c'est une chorégraphie absolument hallucinante. Donc là, ça a permis de populariser aussi cette œuvre. Et dans cette œuvre, on commence à entendre cette gamme particulière. Il y a un prélude aussi qui est très important, c'est le prélude numéro 2, qui s'appelle Voile. Et ce prélude est composé à 80% avec cette gamme. Je vous en jouerai un passage tout à l'heure. Pour terminer avec la jeunesse de cette gamme, Debussy va créer un univers avec cette gamme complète et il va ouvrir, en faisant ça, je pense qu'il n'en avait pas conscience à l'époque, il va ouvrir la boîte de Pandore. C'est-à-dire que toutes les générations, donc les générations de l'époque de Ravel et toutes les générations de musiciens français qui vont suivre, et tous les Slaves, comme il y a des compositeurs que j'adore, comme Alexandre Scriabine. Par exemple, Scriabine va s'en servir beaucoup de cette gamme dans ses dernières sonates. Dans la symphonie numéro 4, qui est le poème de l'extase, il va aussi beaucoup s'en servir. Vous avez, alors ici en Ukraine, on a un compositeur qui est très célèbre ici, Viktor Koshenko. C'est un
un grand compositeur, pianiste, qui a été très influencé par Scriabine. Alors, il n'est pas connu en France. Ce compositeur, dans certaines études, a aussi, même s'il a un langage très romantique, a réussi à glisser cette gamme pour la faire sonner romantique. Ça, c'est un tour de force assez particulier. Bon, je pourrais citer plein de compositeurs classiques qui ont utilisé cette échelle à transposition limitée, et toutes les autres générations de compositeurs vont faire des recherches dans ce sens-là, vont trouver d'autres échelles, d'autres gammes qui paraissent très étranges, et vont construire une musique très moderne avec ça. Si je vais un peu plus loin dans la jeunesse de la gamme, pour finir, on peut aller dans le jazz. Vous avez un personnage très important qui s'appelait Thelonious Monk, qui est un géant de la musique de jazz, un très grand compositeur, qui avait quelques points communs avec Debussy. C'est-à-dire que c'était un très très mauvais pianiste. Il jouait très très mal du piano, mais justement, il tirait parti de ses insuffisances techniques pour créer un univers absolument hallucinant. Et le point commun qu'il avait avec Debussy, c'est qu'il utilisait cette gamme également. Mais il utilisait cette gamme comme on utilise une gamme en jazz, c'est-à-dire sous forme de licks, c'est-à-dire juste pour descendre le clavier. Et c'était vraiment sa marque de fabrique. Et tous les compositeurs ou les pianistes qui ont côtoyé Thelonious Monk, et notamment Bud Powell, qui était très proche de lui, ont commencé à utiliser cette gamme. Et les générations d'après également, ceux qui se réclament de l'influence de Thelonious Monk et de Bud Powell en même temps, des gens comme Kenny Barron, Mulgrew Miller. Et c'est très drôle parce que quand on joue cette gamme-là, qu'on est dans un contexte de jazz, on fait tout de suite la référence à Thelonious Monk. Et quand on est dans un contexte classique et qu'on joue cette gamme, on pense tout de suite à Debussy. La différence entre Debussy et tous les compositeurs que j'ai cités, tous ceux qui ont utilisé cette gamme, lui, il est complètement à part pour une raison, c'est qu'il va pas juste s'en servir comme un passage, il va créer des œuvres entières avec ça et créer un univers considérable avec cette gamme. Alors maintenant, on va se mettre au piano, je vais vous montrer la différence entre une gamme majeure et cette gamme très spéciale, et je vais vous jouer un extrait aussi d'une pièce de Debussy pour vous entendiez ce qu'il faisait avec. C'est une gamme qui a un centre tonal, c'est-à-dire que une sorte de centre de gravité. Donc si je vous fais la gamme en montant et en descend, là on a la sensation de revenir à la maison. Il y a un principe en musique européenne qui est la cadence. La musique européenne classique est régie par les cadences, c'est-à-dire tension, détente. Si je vous joue ça, un accord de dominante, là, on est en suspens, c'est interrogatif. Donc, on a envie d'aller vers ça. La tonale, c'est-à-dire notre centre de gravité. Que je le prenne en majeur ou mineur, c'est pareil. Donc, tout fonctionne de cette façon-là. Alors, je simplifie à l'excès, mais pas tant que ça. Et Debussy va trouver une gamme très très spéciale, comme je disais tout à l'heure, qui ne comporte pas les mêmes intervalles. C'est toujours le même intervalle. Sur une gamme majeure, c'est un mélange d'intervalles. On a des tons et des demi-tons, ce qui fait que on n'a pas toujours la même chose. Là, la différence avec cette gamme par ton, cette échelle à transposition limitée, on va avoir un ton, un ton, un ton, un ton, un ton, un ton. On va avoir 6 notes. Mais ces 6 notes va faire qu'on va trouver sur cette gamme toujours plus ou moins les mêmes accords. On va pas pouvoir faire de hiérarchie ni de cadence. Donc, on va pas avoir la sensation de ça. Là, si je vous joue la gamme, donc on n'a plus cette histoire du plancher des vaches. Là, on se retrouve sur nos deux pattes et on va se retrouver sur des choses très très abstraites. Alors Debussy va composer une pièce qui s'appelle Voile, qui est le deuxième prélude du premier cahier. La plus grande partie de la pièce est composée par cette gamme. Je vais vous faire entendre un peu ce qu'il fait avec ça.
Vous entendez qu'en fait, c'est quand même une pièce qui va nous amener dans des contrées là très oniriques, très étranges. Bon, je voulais jouer un peu rapidement, mais on est complètement dans des choses là en apesanteur. On ne peut pas définir une note qui vous rattache à une tonalité. On est complètement dans l'abstraction. Si je vous joue tout de suite après ça une petite pièce de Mozart. C'est de la musique tonale, donc on reste avec ce côté cadentiel. Alors qu'avec notre Debussy, Mozart se servait déjà de cette gamme-là, mais lui, il n'avait pas les mêmes ambitions que Debussy. C'est que il s'en servait pour se moquer des gens qui jouaient faux. Alors, si je fais fusionner les deux, par exemple, la petite pièce de Mozart que je vous ai jouée tout à l'heure, et si je faisais fusionner Mozart avec notre gamme de Debussy, ça donnerait on va essayer, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Je suis pas sûr que Mozart aurait apprécié. En tout cas, voilà, c'était pour mettre en avant cette trouvaille exceptionnelle de la gamme Parton. Si vous aussi, vous voulez développer votre univers en apprenant les secrets de la musique française et découvrir de nouvelles sonorités, de nouvelles gammes, eh bien, vous pouvez me contacter sur mon site internet alexandre.fr ou bien me laisser un message en direct sur Instagram.